Voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc on est dans le cadre de notre commission d'enquête citoyenne de la France insoumise, organisée par le groupe à l'Assemblée nationale et la délégation au Parlement européen. Et aujourd'hui, nous auditionnons alors Philippe Grandcola, qui est un chercheur, un directeur de recherche au CNRS. On va le laisser se présenter en détail, notamment pour parler, on va dire, du rapport entre les politiques de lien avec l'environnement, la nature, la biodiversité et la propagation des épidémies. Alors, bonjour Philippe Brancola, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. En fait, donc, comme vous l'avez dit, je suis chercheur au CNRS et je suis également responsable d'un laboratoire qui a 5 tutelles, hein, le Muséum national d'histoire naturelle, le CNRS, Sorbonne Université, l'École pratique des hautes études et puis qui héberge également une équipe de l'Université des Antilles. Donc, c'est un laboratoire qui est dédié à l'étude de l'évolution et de la systématique, c'est-à-dire de la classification, de l'identification de la biodiversité. Donc, de ce fait, ça me permet, outre mes compétences de biologiste de l'évolution et d'entomologiste, je travaille sur les insectes à l'origine, d'avoir une vision un peu plus globale sur la biodiversité à travers les travaux de mes collègues et les programmes de recherche qu'on conduit à la fois surtout dans des zones tropicales, mais également pour certaines d'entre elles dans des zones tempérées. Également sur le territoire français, qu'il s'agisse de la métropole ou des départements d'outre-mer ou pays d'outre-mer. Voilà, donc, alors moi, comment dire, mes compétences au plan scientifique, c'est pas directement l'étude des zoonoses, c'est-à-dire des réservoirs animaux dans lesquels il y a des pathogènes qui peuvent causer des maladies infectieuses chez l'homme, mais c'est plus l'état de la biodiversité en général dans le monde. Et cet état de la biodiversité, de mon point de vue, évidemment, il est fortement corrélé avec des problèmes divers et variés, et notamment, bien sûr, des problèmes de santé comme ceux qu'on a aujourd'hui avec l'épidémie, la pandémie du Covid-19. Voilà, donc c'est à ce titre, je pense, que j'ai trouvé important, notamment en répondant à un certain nombre de demandes médiatiques, d'intervenir pour signaler cette question, de manière que la crise du Covid-19 puisse au moins, a posteriori, peut-être modifier notre comportement et éviter d'autres crises du même type dans un futur pas trop lointain. D'accord. Alors, peut-être, est-ce que vous pouvez nous préciser, nous dire, est-ce qu'on est capable d'identifier aujourd'hui un lien entre ces menaces pour la biodiversité et le Covid-19 lui-même, ou peut-être, parce que peut-être qu'on n'a pas assez de recul, un lien entre ces menaces sur la biodiversité et d'autres épidémies ou pandémies qu'on a pu observer dans l'histoire ces dernières années? Oui, tout à fait. Alors déjà, juste un court prérequis sur l'état de la biodiversité. On connaît 1 million d'espèces vivantes dans le monde. Il y a diverses méthodes statistiques qui permettent de savoir qu'il en existe à peu près 10 fois plus. Et tous les suivis qui ont lieu sur un certain nombre d'espèces, comme l'a montré la plateforme internationale de l'IPBES, qui est l'analogue du GIEC pour le climat, ont montré qu'il y a une forte dégradation de la biodiversité. À la fois, il y a beaucoup d'espèces qui sont en très fort déclin, donc qui peut conduire à des extinctions dans un laps de temps assez rapide. Et puis d'autre part, il y a des écosystèmes, c'est-à-dire les interactions entre toutes les espèces qui sont perturbés avec des conséquences directes, tout simplement, baisse de productivité dans les systèmes agricoles, pollution diverses et variées, instabilité des sols, changements climatiques locaux. Donc il y a toute une série de conséquences qui sont bien connues et déjà évaluées par la communauté internationale, sur lesquelles le dire d'experts internationaux est unanime, sans aucune ambiguïté. Alors après, les grandes causes de cette crise de la biodiversité, qui est quand même distincte de la crise du changement climatique, parce que très souvent, une grosse erreur qui apparaît de manière récurrente, un peu dans tous les secteurs de la société, c'est qu'on pense qu'à un schéma simple, on a une émission de gaz à effet de serre, un changement climatique, et le changement climatique induit une crise de la biodiversité. En fait, c'est plus compliqué. Il y a effectivement ce schéma gaz à effet de serre, changement climatique. Et puis parallèlement, il y a une crise de la biodiversité qui est causée par aussi d'autres facteurs. Donc, pas seulement un effet négatif du changement, il est effectivement négatif, mais pas seulement. Tout simplement, par exemple, la conversion des milieux. Quand on coupe 100 millions d'hectares de forêt tropicale en 20 ans, évidemment, non seulement on a des effets rétroactifs négatifs sur le climat, mais en plus, on fait disparaître ou on cause de forts déclins
sur un certain nombre d'espèces, et puis on modifie le climat régional. Vous coupez une forêt, vous diminuez les précipitations, les pluies dans l'espace géographique en question. Voilà, donc la conversion des milieux, c'est un des premiers problèmes, et on verra après, c'est un problème qui est directement lié au fait que le nombre d'épidémies basées sur des zoonoses augmente généralement. Deuxième problème, bien sûr, c'est toutes les pratiques agricoles et d'élevage industriel qui ont un impact très fort sur la biodiversité. Bon, d'une part, parce qu'on coupe des forêts, on dégrade des milieux naturels. Il y a un tiers de la surface du globe aujourd'hui qui est en surface agricole ou pour les élevages, donc c'est considérable. Mais aussi parce que aujourd'hui, il y a la biomasse vivante sur Terre. Si on prend les grands animaux, les grands vertébrés comme nous, en fait, il y a la biomasse représentée par les vaches, les cochons, les poulets, les moutons est de très loin supérieure à la biomasse sauvage et à la biomasse humaine. Donc ça donne un ordre de grandeur, si vous voulez. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, la Terre est dominée. Il y a un quart de la surface qui est cultivée et pour l'élevage, et sur ce quart de la surface cultivée pour l'élevage, il y a plus de biomasse animale que dans le restant du monde, quoi. Donc ça vous donne un rapport de force. Et puis, après les questions de pollution comme celle-là, il y a aussi, bien sûr, le changement climatique qui a un effet négatif sur la biodiversité, tout simplement parce que le climat change. Alors, ça brouille les cartes. Certaines parties de la biodiversité sont favorisées, certaines autres sont défavorisées. Donc, non seulement ça défavorise certains organismes, mais en plus, ça a un effet de désorganisation sur les interactions entre les organismes. Vous pouvez avoir un organisme qui profite du changement climatique, mais un autre qui était son antagoniste qui va, lui, par contre, être diminué pour des raisons physiologiques intrinsèques. Et au final, vous allez avoir un organisme qui va être favorisé, qui va pulluler, et par exemple, qui va poser des problèmes aux populations humaines qui sont à côté. Puis enfin, il y a un dernier problème, bon, bien sûr, qui est celui des pollutions. Dans les pollutions, alors c'est très général, vous avez bien sûr le plastique, vous avez les pesticides, mais d'une manière générale les intrants. Les fertilisants sont un énorme problème également. Aujourd'hui, en fait, on estime qu'il y a à peu près seulement 20% des fertilisants qui sont mis dans le milieu naturel agricole qui atteignent leur cible. Donc ça veut dire qu'il y a en fait 80% des fertilisants qui en fait n'atteignent pas leur cible et qui polluent les nappes phréatiques et qui amènent à une dégradation des sols parce qu'au lieu d'utiliser des cultures en alternance qui permettent de garder une certaine quantité de nutriments dans le sol, on va épuiser les sols et puis rajouter des fertilisants qui sont assez déséquilibrés en quantité énorme, mais de manière relativement inefficace. Donc ça aussi, c'est un dernier. Et le dernier problème, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est quelquefois ça a mauvaise presse parce qu'on a l'impression, quand on parle de ces espèces, qu'on refuse quelque part la libre circulation. Bon, il y a une analogie très maladroite et très malsaine avec évidemment les migrations humaines. En réalité, les espèces exotiques envahissantes, ça désigne surtout des problèmes avec des plantes, avec des insectes, avec des mammifères, des oiseaux qui sont sortis de l'horaire de répartition naturelle, sont amenés dans d'autres endroits et là commencent à poser des problèmes parce qu'ils se trouvent dans une zone finalement où ils peuvent pulluler par hasard et supplanter des espèces locales. Donc il y a, en fait, l'impact des espèces exotiques aussi est considérable. Ça, c'est un gros problème parce qu'évidemment, on ne peut pas arrêter les échanges commerciaux internationaux qui sont la première raison de l'impact des espèces exotiques. Et on va le voir, ça aussi, c'est lié au développement des maladies infectieuses. Alors, les maladies infectieuses, on entend dire récemment, et c'est un fake, qu'il y a toujours eu des maladies. Bien sûr, il y a toujours eu des maladies. Il y a des maladies humaines dont on sait génétiquement qu'elles datent de milliers d'années. On en a limité un certain nombre suite aux politiques vaccinales, suite au progrès de la médecine. Mais cela dit, depuis 50 ans, en fait, on a multiplié le nombre d'épidémies, et en particulier de maladies infectieuses liées aux zoonoses, par 10. Oui. Donc d'un côté, on a des vieilles maladies qu'on arrive à limiter, soit à supprimer quasiment comme la variole, soit à limiter, soit sur lesquelles on ne se penche pas trop parce que ça concerne surtout les pays du Sud, typiquement le paludisme, qui est responsable de centaines de milliers de morts par an encore aujourd'hui.
Mais globalement, on a l'impression que la puissance technologique et scientifique de l'homme lui permet de s'affranchir des maladies. En réalité, parallèlement au fait que ces anciennes maladies sont plus ou moins contingentées, on a développement de nouvelles maladies infectieuses. Alors, on en a entendu parler ces dernières années à plusieurs reprises. Il y en a plus d'une centaine qui sont apparus comme ça sur quelques décennies. Hein. Les spécialistes les connaissent bien. Encore une fois, moi, ce n'est pas mon domaine. Donc là, ce que je vous dis, ce sont de grandes généralités. Et voilà, je vous ai même fourni les noms de collègues dont c'est vraiment le domaine d'étude, hein, et qui pourront vous préciser ça de manière très factuelle. Sur cette centaine d'épidémies qui sont apparues récemment, bien sûr, tout le monde a entendu parler d'Ebola, par exemple. Hein, tout le monde a entendu parler du virus Zika, de la dengue, du chikungunya. Du SRAS, du premier SRAS, hein, qui était lié à une recombinaison entre des virus de chauve-souris et des virus de civette, un petit carnivore, un mammifère. On a un peu moins entendu parler d'une autre maladie à coronavirus qui est le MERS, qui est une recombinaison entre chauve-souris et chameau. Et là, ça a affecté surtout les gens qui buvaient du lait de chameau, du lait de dromadaire cru, au Moyen-Orient. Donc, ça a été très limité, mais c'était exactement le même phénomène que le Covid-19 actuellement. Donc, il y a un nombre d'épidémies qui va croissant. Alors, quel est le lien entre crise de la biodiversité et cette croissance épidémique ? En fait, c'est relativement simple. Si on regarde statistiquement sur l'ensemble des maladies, évidemment, sur le Covid-19, on manque actuellement de recul, hein, pour connaître les causes précises de l'origine de l'épidémie. Mais sur l'ensemble de ces épidémies liées à des zoonoses, en fait, à partir du moment où on diminue la surface de milieux naturels, hein, donc je disais 100 millions d'hectares perdus de forêt tropicale entre 1980 et 2000, ça veut dire qu'il y a des zones déforestées, il y a des zones défrichées dans lesquelles il y a une colonisation humaine qui s'installe et dans lequel il y a des actions humaines qui se perpétuent, hein, typiquement de l'élevage, de l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a des populations humaines qui se trouvent à touche-touche avec un milieu naturel qui est relativement perturbé, relativement diminué, relativement simplifié. Donc, autrement dit, on imagine par exemple en Afrique de l'Ouest un village qui s'installe à côté d'une zone forestière très perturbée dans laquelle on va chasser, dans laquelle on a coupé des arbres, dans laquelle on a extrait du bois d'œuvre. Et les chauves-souris habitent ces milieux forestiers ou ces milieux naturels, en fait, finalement, ont une espèce de proximité facile avec les villages qui se trouvent à côté, parce que les villages se trouvent au milieu d'une espèce de mosaïque de milieux naturels perturbés. Et de fait, s'il y a des animaux qui sont des réservoirs d'agents infectieux, typiquement, par exemple, dans le cas d'Ebola, les chauves-souris, il y a une promiscuité entre ces chauves-souris et l'homme. Et puis de là, après, il y a évidemment une dispersion de la maladie qui se fait par... alors, quand il s'agit de maladies qui ont vraiment franchi la barrière des espèces et qui sont capables d'infecter l'homme directement, à ce moment-là, il y a transmission de personne humaine à personne humaine. Et là, de plus en plus, comme les villages sont de moins en moins isolés, ces villages peuvent contaminer les centres urbains. Et quand l'épidémie, quand l'agent infectieux n'est pas trop virulent, alors ce n'est pas le cas d'Ebola, hein, il est terriblement virulent, donc du coup là, ça éteint un peu l'épidémie localement parce que les gens meurent et ne sont plus en capacité de transmettre pendant longtemps la maladie. Mais comme dans le cas, par exemple, des SRAS, fort heureusement, d'un côté, la virulence est bien moindre, donc les personnes survivent, sont malades, mais sont capables de se déplacer et transmettent la maladie à d'autres personnes. Alors, ça, il y a des schémas un peu différents d'une épidémie à l'autre. Donc là, on voit tout de suite le fait d'avoir coupé des milieux naturels, d'avoir créé des peuplements humains précaires en contact avec ces milieux naturels, ça permet la transmission du réservoir à l'espèce humaine. Après, il y a souvent un deuxième facteur qui est favorable, c'est le fait que ces populations humaines qui sont pionnières, souvent, elles sont en capacité de production soit de viande de brousse, hein, c'est-à-dire de viande de chasse dans ces milieux naturels, soit en capacité de production d'animaux d'élevage. C'est un peu intermédiaire, hein, évidemment, ce ne sont pas des élevages industriels comme ceux qu'on peut voir en Europe ou en Amérique du Nord. Et ces animaux d'élevage sont élevés de manière précaire, avec des conditions sanitaires mauvaises,
et en promiscuité également avec ces milieux naturels qui sont anthropisés. Et là, on a une sorte de réacteur à fabriquer des agents infectieux. Soit il y a passage à travers un hôte intermédiaire pour arriver à l'homme, et l'hôte intermédiaire, c'est l'animal élevé. Soit il y a recombinaison entre les virus, c'est un phénomène biologique qui apparaît spontanément. Donc, il y a finalement un virus résultant qui est un peu un mix des deux virus originaux, par exemple, portés par deux animaux différents. Et puis là, évidemment, comme c'est dans un élevage qui est régi par des humains, l'élevage permet la transmission à l'homme. Donc ça, c'est un cas de figure et qui est souvent, qui est par exemple le cas de figure qu'on retrouve par exemple pour certains virus qui frappent les élevages en Europe. Typiquement, des élevages dans de mauvaises conditions sanitaires dans d'autres pays sont des réacteurs à fabrication de maladies à forte virulence. Quand dans nos pays, on a un problème grave sanitaire dans un élevage, on tue les animaux, on désinfecte l'élevage, on observe une période de carence. Dans d'autres régions, évidemment, quand c'est une économie de subsistance, un paysan qui a une cinquantaine de poulets, s'ils meurent tous en rafale, il va racheter des poussins, les remettre dans l'élevage, et il va permettre à un virus extrêmement virulent de continuer à survivre. C'est de la sélection artificielle. Et donc, il va créer une maladie virulente. Et si les résultats de cet élevage sont envoyés sur des marchés aux animaux, sont exportés, alors là, on élargit le cercle de la maladie. Une autre manière de créer des épidémies ou des pandémies, c'est à travers les espèces exotiques envahissantes. Bien sûr, toutes les maladies ne se transmettent pas directement de l'animal à l'homme, puis de l'homme à l'homme. Certaines fois, l'agent infectieux il est transmis par notamment des insectes. Donc c'est le cas, par exemple, du virus Zika, de la dengue, du paludisme, de la chikungunya. Et dans ces cas-là, en fait, le problème vient aussi de l'insecte vecteur, en l'occurrence, dans les cas que je viens de vous citer, des moustiques. Donc si les moustiques sont des espèces exotiques qui sont transportées vers d'autres pays, ce qui est le cas, par exemple, d'un certain nombre d'espèces qui sont vectrices des maladies que je viens de citer. Tout le monde a entendu parler, je crois, du moustique tigre, qu'on voit maintenant dans beaucoup de régions en France, mais il y a d'autres espèces de moustiques qui sont dans le même cas. Ces espèces ont été transportées dans le monde entier avec le commerce international. Il y a un exemple frappant, c'est le commerce des pneus, par exemple. Quand on exporte des pneus, dans les pneumatiques pour véhicules, il est très difficile de ne pas avoir de l'eau qui est stockée. Si vous avez fait l'essai, si vous avez un pneu dans lequel il y a de l'eau, essayez de le tourner dans tous les sens pour essayer d'enlever l'eau, c'est quasiment impossible. Et là-dedans, il y a des moustiques qui peuvent pondre. Et donc, les larves des moustiques se développent normalement dans un milieu aquatique. Et donc, vous exportez les larves de moustiques de cette manière-là. Et puis, une fois adultes, elles vont... si elles sont elles-mêmes porteuses du virus en question, elles peuvent le transmettre à d'autres populations dans la zone où les pneus ont été emmenés. Donc, de cette manière-là, par exemple, les moustiques vecteurs d'un certain nombre de maladies virales ont pu être dispersés sur l'ensemble de la Terre. Et aujourd'hui, vous avez des problèmes liés au virus Zika dans un grand nombre de pays de ce fait-là. Donc, vous voyez, les espèces exotiques envahissantes, ce n'est pas seulement la jacinthe d'eau ou l'écrevisse qui supplante l'écrevisse locale, c'est aussi quelquefois des espèces qui sont vectrices de maladies avec des conséquences sanitaires très graves. Donc voilà un peu le bilan qu'on peut faire. Alors sur le Covid-19, les éléments qu'on a actuellement sont très ténus, parce que tout ce que je viens de vous dire est toujours lié au médiocre degré de connaissance qu'on a sur la biodiversité. Je vous le disais au début, c'est un chiffre, ça ne veut rien dire sur les mécanismes qu'on étudie, mais c'est un chiffre quand même frappant. On connaît à peine 10 à 20% de la biodiversité existante. Donc, par exemple, sur les coronavirus, il y a dans le monde à peu près 1400 espèces de chauves-souris et on a à peu près 5000 espèces de coronavirus connues. Bien entendu, toutes les espèces de chauves-souris d'Asie du Sud-Est, par exemple, qu'il s'agisse de celles qu'on trouve en Chine ou en Malaisie, en Indonésie, ne sont pas nécessairement bien connues et leur contenu en virus n'est pas non plus correctement étudié. Donc, il y a eu des efforts en ce sens à chaque fois qu'il y a une épidémie, mais en fait, l'absence de financement fait que ces sujets-là retombent très vite quelques années après la période d'intérêt.
Alors, il y a toujours une veille, parce que la communauté scientifique, c'est vaste, et il y a toujours des personnes qui continuent à étudier ce sujet-là, même avec des moyens médiocres, parce qu'elles pensent que c'est un sujet important. Malgré tout, on est toujours limité de ce point de vue-là. Alors, par exemple, le coronavirus qui cause le Covid-19 actuellement, on a trouvé des virus qui lui sont similaires au plan génomique chez les chauves-souris rhinolophidae, et on a trouvé aussi un virus un peu similaire pour une autre partie du génome chez un pangolin, ce qui a fait dire dans la presse que les chauves-souris et les pangolins sont les animaux, les réservoirs qui nous ont transmis le virus. Alors, à l'heure actuelle, ce que l'on peut soupçonner, mais c'est une hypothèse de travail qui est très fragile, qui est vraiment une hypothèse, c'est qu'il y a eu recombinaison entre un virus de chauve-souris et un virus de pangolin. Et la partie d'ailleurs qui est propre au virus de pangolin permet au virus de s'accrocher sur la membrane des cellules humaines, et donc ça permet finalement au virus d'attaquer nos cellules et de nous rendre malades. Mais cela dit, cette hypothèse, elle est tributaire du peu de connaissances qu'on a sur les chauves-souris, leurs virus, ou sur les virus des autres mammifères, voire des oiseaux, parce que les coronavirus, on en trouve y compris même chez des reptiles. Et peut-être d'ici un mois, 6 mois, un an, on trouvera d'autres coronavirus chez d'autres chauves-souris chinoises ou indonésiennes, malaisiennes ou d'autres régions du monde. On trouvera un coronavirus qui sera extraordinairement similaire au coronavirus actuel et dont on pourra penser qu'il est en fait à l'origine de cette épidémie. Alors, dans l'état actuel des connaissances, si vraiment il y a eu recombinaison entre chauve-souris, virus de chauve-souris et virus de pangolin, ce qu'on peut supposer, c'est que le commerce, le trafic d'animaux, parce que les pangolins c'est un groupe de mammifères, un petit groupe de mammifères qu'on trouve seulement en Afrique et en Asie tropicale, qui ne sont pas présents en Chine, mais les pangolins, c'est à la fois une viande de brousse, c'est une nourriture locale que les gens mangent, comme on mangerait du sanglier, par exemple, en France. Mais c'est aussi une source de pharmacopée chinoise, notamment les écailles du pangolin. Les écailles du pangolin sont des poils modifiés, et donc elles sont conservées, c'est de la kératine, et elles sont supposées avoir des vertus pharmaceutiques. Et donc, fatalement, il y a un trafic qui est considérable avec des dizaines et des dizaines de milliers de pangolins qui sont capturés, gardés vivants pour être consommés ultérieurement. Si ces pangolins gardés vivants dans des conditions désastreuses sont en contact avec des chauves-souris, avec des humains, évidemment, on tient là encore une sorte de réacteur un peu similaire à celui dont je parlais tout à l'heure avec les élevages et les milieux naturels modifiés qui sont proches. Donc là, on touche un autre aspect de la crise de biodiversité avec l'histoire du pangolin, c'est qu'au-delà de la modification du milieu brutal, c'est-à-dire qu'on peut couper une forêt à ras et puis s'installer à côté pour élever des vaches ou des cochons, mais on peut aussi simplement aller braconner de manière extrêmement importante suite aux demandes d'un certain nombre de pays développés et extraire de la biodiversité de manière rudimentaire, et en fait l'amener auprès des grands centres urbains et provoquer des épidémies. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Là, on voit que le Covid-19 se place vraisemblablement, en regard des connaissances qu'on a aujourd'hui, dans ce schéma-là. Voilà, donc il y a aussi quelques autres points dont je pourrais vous parler, mais je ne sais pas à ce stade si vous préférez qu'on échange sur des questions ou si je... Ouais, si ça vous convient, on peut vous poser une première série de questions. Je vais vous en poser une, et puis Mathilde une, et puis on vous laisse répondre. Et puis ensuite, n'hésitez pas dans votre réponse à venir introduire les éléments que vous vouliez signaler aussi. Moi, ma première interrogation, merci d'abord parce que je pense que c'est très clair. Je vois bien que dans votre intervention, parce que notre objectif, c'est aussi de sortir de ce travail d'audition des préconisations politiques. Oui. Alors, on voit bien dans ce que vous avez dit qu'il y a des préconisations politiques, j'ai envie de dire, de moyen terme ou de long terme, c'est-à-dire sur la protection de la biodiversité, la réglementation du commerce des animaux, bon, des choses comme ça. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, ma première interrogation, c'est est-ce qu'il y a des mesures qu'il faudrait prendre de votre point de vue immédiatement? C'est-à-dire que si on considère que, par exemple, les animaux eux-mêmes peuvent être des facteurs de propagation du virus, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait décider de votre point de vue tout de suite? Par exemple, je n'en sais rien, je fais une hypothèse,
stopper immédiatement tout commerce des animaux, des réglementations spécifiques d'élevage, des choses comme ça qui disent voilà comment on agit tout de suite pour limiter la propagation d'une épidémie quand elle s'est déclarée. Ensuite, bien sûr, on pourra discuter de qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme ou à long terme, mais ma première interrogation, c'était qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite de votre point de vue? Alors à court terme, en fait, comme les réservoirs sont des animaux sauvages, hein, si on veut prévenir d'autres contaminations vers des animaux domestiques ou vers l'homme, en fait, la première chose, c'est vraiment de réguler très sévèrement tout ce qui est commerce d'animaux sauvages. Bon, c'est déjà le cas, hein, il y a la CITES, il y a un certain nombre d'organisations et de réglementations internationales en théorie qui réglementent ça. Les pangolins sont protégés, par exemple, hein. Donc en théorie, le braconnage ne devrait pas avoir lieu. Donc là, il y a vraiment une mesure à prendre tout de suite, c'est quand on connaît un certain nombre d'organismes qui sont réservoirs pour des agents infectieux, qu'on limite les interactions avec les humains, hein, de la manière la plus appropriée possible dans chaque cadre sociétal. Parce qu'évidemment, voilà, en France, je pourrais vous parler aussi d'un petit problème qu'on a de zoonose aussi en France, hein, parce que c'est pas seulement, comment dire, la Chine ou l'Afrique de l'Ouest versus les pays industrialisés, c'est un comportement général que tous les peuples ont envers la biodiversité et les milieux naturels. Donc, je pense réglementer vraiment le commerce d'animaux sauvages, dont on sait qu'en plus potentiellement ils sont réservoirs, ça c'est vraiment le minimum minimorum. Alors, j'ai entendu dire que la Chine, cette fois-ci, avait pris des mesures un peu plus sévères, parce qu'il y avait eu une première épidémie de SRAS avec des virus chauve-souris carnivores, à la suite desquels il y avait eu une diminution des trafics d'animaux. Là, les mesures apparemment sont beaucoup plus sévères, en sachant que ça représente une économie de subsistance très importante pour certaines populations. Donc, ce ne sont pas des mesures simples, hein. Si on prend ce type de mesures, ça devrait aller de pair avec des mesures de développement, évidemment, hein, durable, c'est-à-dire permettre à des personnes de vivre correctement, voilà, de manière à ce qu'on puisse leur substituer un moyen de vivre à un commerce d'animaux sauvages potentiellement réservoirs. Sinon, si on va vers une interdiction brutale, évidemment, on va augmenter le prix, hein, l'offre et la demande, on va augmenter le prix de ces animaux sauvages, on va créer des trafics qui sont très difficiles à contrôler, parce que ça sera une affaire de personnes à très faible moyen de subsistance et puis de très forte demande de la part de secteurs de sociétés beaucoup plus riches, hein. Donc, c'est quelque chose qui sera très difficile à maîtriser. Alors, je vous parlais d'une zoonose qui existe en France, parce que le problème, en fait, c'est que quand on est confronté à ces fractions de biodiversité là, qui peuvent nous poser problème, déjà, on a du mal à les identifier, parce que, comme je vous le disais, les connaissances qu'on a ne sont pas suffisantes. Et on a bien du mal, moi je suis malheureusement bien payé pour le savoir, on a bien du mal à obtenir des financements sur le moyen ou le long terme pour arriver à avoir un état des lieux de la biodiversité qui soit un peu plus correct, hein. Mais en plus, il ne faut pas imaginer que ce type de problème ne se passe que chez les autres. Par exemple, en France, vous avez certainement entendu parler de la maladie de Lyme, hein, the Lyme disease, la maladie de Lyme, comme on dit également, qui est transmise par des acariens, par des tiques. Et ces acariens, ces tiques, en fait, ils parasitent notamment des rongeurs, qui sont des réservoirs à l'agent infectieux de la maladie de Lyme. Et aujourd'hui, en France, par exemple, les renards qui sont considérés comme nuisibles et qui sont massacrés sur arrêtés préfectoraux dans un grand nombre de départements français, en fait, sont un des prédateurs importants de ces petits rongeurs et permettrait, et ça a été montré par exemple au Royaume-Uni, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui a montré que les renards permettent de maintenir un état d'équilibre dans les populations de rongeurs et diminuer la prévalence de la maladie de Lyme. Donc, ce dont on parle en Chine, on peut exactement l'appliquer en France et on s'aperçoit qu'en France, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas mieux géré. On a simplement une biodiversité qui est moins riche d'une manière générale et donc de fait moins riche également en agents infectieux potentiels. Mais c'est quelque chose qui est très général au monde. C'est pas simplement prémunir, par exemple, notre pays contre des problèmes qui pourraient provenir d'une autre zone géographique dans le monde.
ce qui serait passablement égoïste, mais en plus, ce qui est complètement erroné en regard de la situation sur la biodiversité en général. Donc ça, je pense que dans le court terme, c'est vraiment avoir un regard à la fois d'interdiction quand on connaît des zoonoses sur le trafic de ces animaux à zoonoses, et puis, d'une manière générale, essayer de promouvoir des mesures qui amènent à un meilleur équilibre dans les écosystèmes. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple, hein. Par exemple, arriver à faire admettre au plan sociétal que les animaux, qu'on ne doit pas avoir une vision manichéenne de la biodiversité avec d'un côté les nuisibles et puis de l'autre côté les animaux qui nous sont utiles, c'est très compliqué. Aller expliquer à des fédérations de chasse que oui, il faut contrôler les populations de cervidés ou de sangliers, mais arrêter d'éradiquer aveuglément les populations de petits prédateurs, voire de plus grands prédateurs comme le loup. Hein, on voit tout de suite, vous voyez tout de suite les débats sociétaux que ça peut occasionner. Et malheureusement, voilà, c'est précisément une des raisons aussi souvent de notre impuissance, hein, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir un comportement rationnel. On fait du tout ou rien. Hein. Si on sait qu'il y a des moustiques dans une zone, ben on va démoustiquer brutalement en pulvérisant des insecticides dans des zones urbaines. Mais on ne va pas gérer sur le long terme la manière dont ces situations dans les écosystèmes peuvent évoluer. Et malheureusement, ce moyen long terme, il nous impacte également à très court terme. Très bien. Mathilde. Merci beaucoup, c'est passionnant, ça revient à la question que moi je voulais vous poser en écoutant ce que vous disiez dans votre propos liminaire et en réponse à la première question, lorsque vous avez parlé de la maladie de Lyme. Oui. Entre les tiques, les renards, en fait, on a souvent cette position effectivement de très court terme, de trouver une solution sur une forme qui se montre de ces déséquilibres des écosystèmes, et en s'attaquant à cette forme, en fait, finalement, on déséquilibre encore plus les choses, et on le voit sur énormément de choses, y compris en France, et vous avez raison de le dire. Alors, du coup, ça remet quand même en cause très profondément la manière dont on vit et dont on organise notre vie en société. Vous avez déjà cité un premier frein qui était l'acceptation par les gens de comprendre qu'est-ce qui était important, comment fonctionnaient ces écosystèmes qui sont effectivement des interactions très complexes. Vous avez commencé à esquisser la question du problème de la recherche. Si vous pouviez un peu approfondir, ça serait bien. Et est-ce que vous voyez d'autres freins ? Est-ce que voilà, c'est des problèmes de connaissance, bon, volonté politique, ça, bon, nous, on fait que de le dire, mais qu'est-ce que vous voyez d'autre comme frein qui explique qu'on n'arrive pas à être dans ce moyen et long terme et à respecter ces équilibres extrêmement difficiles et qui sinon déséquilibrent l'ensemble des choses pour la biodiversité? Je pense que déjà, le problème, si vous voulez, c'est qu'on était beaucoup moins sensible à cette problématique tant que les populations humaines étaient en nombre moindre. Quand l'habitat humain en France, par exemple, était essentiellement rural, relativement dispersé, quand le nombre d'humains sur Terre n'avait pas atteint les milliards d'individus qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, c'est une contrainte de forçage. Si vous mettez 8 ou 10 milliards d'humains sur Terre, les problèmes qui existaient déjà, mais qui étaient à un niveau un peu, on va dire, moins stringent, aujourd'hui deviennent vraiment cruciaux. Et ça, malheureusement, ça fait que pendant le dernier siècle, où tous ces événements se sont développés, parce que la déforestation, bien sûr, elle existe depuis longtemps, mais malgré tout, il y a eu un infléchissement extraordinaire depuis 50 ans et depuis 20 ans. Il y a beaucoup de phénomènes. C'est pas historique, c'est un peu comme les maladies, quand on dit oui, mais la peste, le choléra, ça existe depuis l'origine de l'humanité, certes, mais de la même manière que les épidémies sont multipliées dans les 50 dernières années, de la même manière, notre impact sur l'environnement s'est accéléré parce que le nombre d'humains a augmenté et parce que nos moyens, évidemment, sont démesurés par rapport à ceux qui existaient il y a 50 ou 100 ans. Donc ça, c'est un élément important. Je pense aussi que bon, dans un élément, alors on a bien sûr une mauvaise appréhension de la biodiversité parce qu'en tant qu'humain,
bon, il y a un travail de mon laboratoire qui l'a montré récemment, hein, on a de l'empathie en fonction de notre proximité évolutive avec les animaux. Donc on a de l'empathie pour les primates, on a de l'empathie pour les mammifères, on a moins d'empathie pour des reptiles, moins d'empathie pour des poissons, encore moins pour des oursins ou des étoiles de mer, et puis pas beaucoup pour des petites plantes, et ainsi de suite. C'est vraiment une constante biologique, hein. Nous sommes des primates, et voilà, on a du mal à se distancier. Alors bien sûr, on peut se distancier rationnellement, hein, de ces types de biais. Le problème, en fait, c'est d'arriver justement à rationaliser ça. C'est tout ce qui fait l'intérêt de l'espèce humaine ou des anthropoïdes d'une manière générale, c'est d'arriver à rationaliser ce type de problème. Mais c'est vrai que c'est un peu lutter contre notre propre nature, hein. Et tous les peuples de la Terre ont aussi des éléments culturels, hein, qui viennent se surimposer à ces aspects biologiques et puis qui sont propres de chaque société, hein. Si on va sur un marché rural en Sologne, j'imagine qu'on va trouver beaucoup de viande de brousse, hein, entre guillemets. C'est pas pire que ce qu'on va trouver en Chine. Bon, comme il s'agit de faisans introduits, de sangliers réintroduits, de cervidés banales, etc., c'est sûr que chez nous, la biodiversité est tellement pauvre que ça pose pas beaucoup de problèmes. Et puis, on a des services vétérinaires, on cuit bien notre viande en général, etc. Donc, il y a un peu moins, ça pose moins de problèmes de santé que ça en poserait peut-être dans certaines provinces chinoises ou au Brésil ou en Afrique de l'Ouest. Mais globalement, on partage quand même beaucoup de points culturels, et ça, il faut aussi s'en rendre compte, c'est-à-dire que le problème ne vient pas seulement de la Chine. Le problème de la Chine, c'est que c'est un très gros exportateur et qu'il exporte tout, y compris des maladies, mais voilà, on fait tout pour ça. Je pense qu'il y a un autre élément sur lequel on doit vraiment se remettre en cause, c'est nos modes de production alimentaire. Et ça, je pense que c'est pas si culturel que ça, là, pour le coup, hein, parce que, en fait, la manière dont on produit notre nourriture aujourd'hui, qui est de la biodiversité, parce que quand on dit biodiversité, c'est pas seulement les éléphants, les girafes et les baobabs, hein, c'est aussi le blé, les variétés cultivées qui tendent à disparaître, voilà, les bactéries qu'on a en notre propre organisme et qui sont indispensables à la digestion, à la réaction immunitaire, etc. Et aujourd'hui, on produit notre nourriture d'une manière totalement déséquilibrée. On a en fait des modes de production qui sont industriels, avec des circuits longs la plupart du temps, avec très peu de regard sur l'équilibre des écosystèmes, hein. Aujourd'hui, dans le monde, je crois que j'avais noté un chiffre dans le dernier rapport de l'IPBES, c'est qu'il y a 23% de la surface agricole dans le monde qui est en forte réduction de productivité à cause de l'appauvrissement des sols. Vous voyez, donc c'est colossal, hein. Quand on voit ces chiffres-là, on n'en a pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste en agroécologie non plus, hein, en système agronomique, mais bon, j'ai eu l'occasion, je siège dans beaucoup de conseils scientifiques où je côtoie des personnes qui ont ce type de spécialité, et effectivement, on se rend compte que la situation n'est pas aussi favorable qu'on le penserait. C'est-à-dire que, certes, on a une agriculture, un élevage qui est industriel, mécanisé, donc on a l'impression qu'on compense des problèmes avec des moyens scientifiques, mécaniques et agronomiques, mais en fait, on n'est pas dans un système durable, c'est-à-dire que même quand c'est très efficace en apparence, si on épuise les sols, si on change le climat, si on diminue la biodiversité avec des traitements pesticides, etc., au final, on est dans un système qui a tendance à plafonner, voire à commencer à chuter, hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est pas du... Comment dire ? Le souci, c'est quand on parle de ce type de problématique, c'est que là aussi, il y a des avis très manichéens, hein. C'est-à-dire d'un côté, il y a un peu le versant écolo, et puis de l'autre côté, il y a le versant comment dire, scientiste, et on a du mal à avoir un échange intellectuel, rationnel sur ce type de sujet. C'est assez compliqué, hein. Même au sein de la communauté scientifique, il y a des points de vue. Moi, je suis écologue de formation, j'ai travaillé dans un laboratoire de comportement animal, je suis responsable d'un labo de biologie de l'évolution et de systématique. Et quand je dialogue avec des personnes qui travaillent uniquement au labo sur de la génomique moléculaire, évidemment, ils ont du mal à percevoir l'impact, par exemple, de variétés qui sont étudiées au labo et qui sont remises dans le milieu naturel, parce que ce n'est pas leur domaine de compétence. Et ils ont fait un travail extraordinaire au plan scientifique sur l'organisme en question, mais ils ne comprennent pas les difficultés qu'il y a dans le système naturel dans lequel il est introduit.
Et le mode de production, évidemment, qu'on pourrait souhaiter dans le futur pour limiter des problèmes à la fois d'impact sur la biodiversité et puis, pour améliorer la durabilité de nos systèmes et limiter les épidémies, c'est de faire du local à petite échelle, de privilégier les circuits courts, hein, et en plus d'essayer d'enrichir les écosystèmes même modifiés, parce que rien n'empêche d'enrichir un écosystème. Alors évidemment, on sait très bien, alors l'argument immédiatement quand on dit ça, c'est qu'il n'est pas possible de nourrir l'humanité avec ce type de système. Alors, c'est à la fois vrai et faux, hein. C'est à la fois vrai qu'on ne peut pas imaginer, même sur une transition un peu longue, d'aller vers un système aussi efficace pour nourrir 8 milliards d'êtres humains, mais on peut déjà diminuer énormément les pires aspects du système actuel. On l'a entendu récemment avec les questions de feu en Amazonie. Ça a remis sur le devant de la scène le problème des cultures type soja ou canne à sucre dans des zones déforestées récemment. Typiquement, là, on est dans l'antithèse de ce qu'il faudrait faire, hein. On nourrit des bovins en Europe dont on n'a pas besoin, parce qu'on mange trop de viande. Je ne suis pas végétarien, hein, et je ne suis pas en train de prôner un mode d'alimentation particulier. Simplement, au plan nutritionnel, diététique, on mange trop de viande. Et surtout, on n'a pas besoin de produire de la mauvaise viande bovine nourrie avec du soja brésilien. Voilà. Et le soja, en l'occurrence, les gouvernements brésiliens précédents avaient restreint sa production à des zones déjà déforestées. Aujourd'hui, on est reparti en avant pour aller sur une déforestation active. Donc typiquement, ça c'est un circuit long, hein. Alors le circuit long, ce n'est pas forcément le bovin qui vient du Brésil, ça peut être tout simplement la nourriture du bovin qui vient du Brésil. On est sur de l'industriel, parce que quand on nourrit avec des farines de soja, ce n'est pas de l'élevage petite échelle dans une petite exploitation qui a des productions variées, et ce n'est pas local du tout, hein. Mais on peut multiplier ce type d'exemple par dizaines ou par centaines, et évidemment, ça, c'est très mauvais pour la biodiversité à tout point de vue, quoi. Donc d'un côté, on réduit l'Amazonie, hein, et on va empiéter sur l'indépendance énergétique du Brésil, hein. L'Amazonie, chaque année, il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont diminués. Si à terme l'Amazonie devient ce qu'est la forêt atlantique aujourd'hui, hein, qui était un autre grand massif forestier le long de la côte au Brésil, le climat amazonien ne sera plus du tout humide. Actuellement, il y a à peu près 2 mètres d'eau par an en moyenne, hein. Ça varie beaucoup selon les endroits. Si on coupe plus l'Amazonie, on n'aura plus de précipitations localement. Et l'indépendance énergétique du Brésil est notamment basée sur des pétroles de mauvaise qualité, mais aussi beaucoup sur l'énergie hydroélectrique. Il faut savoir, dans des grandes mégapoles brésiliennes, par exemple São Paulo ou Rio, il y a déjà des coupures de courant à certains moments parce que la pluviosité n'était pas au rendez-vous. Donc vous voyez, on enchaîne des catastrophes avec ça. Voilà. La biodiversité, c'est un patrimoine évolutif, bien sûr, c'est conserver les singes, les orchidées, les grands arbres, les virus hébergés, les champignons, c'est plein de choses qui peuvent être agréables à l'œil, qui sont un patrimoine évolutif qu'on doit préserver au plan éthique, mais c'est aussi une cascade de réactions en chaîne comme ça. Et typiquement, et ça par contre, c'est pas un patrimoine culturel. Le fait de nourrir des vaches avec du soja brésilien, c'est pas un patrimoine culturel et c'est pas une manière acceptable de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être vu. Et là encore, de manière sur un accord global, parce qu'évidemment, le but n'est pas de se battre entre pays pour survivre en dépit des autres, hein. Je pense que la situation changera s'il y a vraiment, au final, un effet de levier global dans le monde pour un ensemble de pays producteurs pour arriver à rationaliser un peu plus les systèmes de production alimentaire. Ouais, merci beaucoup. Alors, à la lumière de ce que vous avez dit, j'avais, on va dire, 2 questions précises. Bon, je pense que les éléments que vous avez avancés là, après, c'est à notre réflexion de les traduire en mesures législatives concrètes. Mais il me semble qu'il y en a qui apparaissent assez évidentes, c'est-à-dire des politiques internationales de lutte contre la déforestation, favoriser les circuits courts, donc ça interroge aussi des questions liées au libre-échange, une forme d'alimentation. Bon, moi, je partage tout à fait ce que vous avez dit sur la nécessité d'une réduction, y compris de ce qu'on mange, et donc notamment de tout ce qui est protéines carnées. Voilà. Donc là, il y a beaucoup
beaucoup d'idées politiques qui émergent de ce que vous avez dit. Donc, bon, peut-être qu'on en reparlera, mais à la limite, j'ai envie de dire, plutôt pour aller explorer des champs qu'on n'a pas encore explorés. Alors, il y en a un qui est quand même connecté avec ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas trop parlé de formes d'élevage. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut scientifiquement dire qu'il y a un lien entre les formes d'élevage et les facteurs de propagation de l'épidémie? Dans mon viseur, j'ai notamment ce qu'on peut appeler les élevages intensifs, c'est-à-dire une grosse concentration d'animaux sur un même endroit. Est-ce que c'est une forme d'élevage qui est plus sensible? Et puis, je vous pose la deuxième, et puis au moins, je vous laisse répondre. La deuxième, là, c'est vraiment une interrogation. Est-ce qu'on peut là aussi avoir un travail scientifique sur un lien qu'il peut y avoir avec des formes de modification génétique et des facteurs de fragilité par rapport à des épidémies? Je m'explique. On sait bien que notamment tout ce qui est technique d'OGM, modification des espèces, ça vise en particulier à lutter contre un certain facteur qu'on a identifié, une maladie, favoriser les rendements. Mais est-ce que dans le même temps, ça ne risque pas de rendre ces espèces plus fragiles à d'autres formes d'épidémies? Voilà la question que je me pose. Oui, alors effectivement, les modes de production concentrés, c'est une source de problèmes sanitaires, hein. Donc, un problème évident, c'est tout ce qui est homogénéité génétique. À partir du moment où tous les individus d'un même élevage ont un patrimoine génétique très semblable, eh bien, ils sont tous potentiellement victimes des mêmes agents infectieux s'ils ne leur résistent pas, hein. Alors même dans une situation, on va dire, gérée au plan vétérinaire de manière raisonnable. Évidemment, en plus, si on est dans de l'élevage intensif mais artisanal dans un pays où les conditions sanitaires ne sont pas terribles, là, il peut y avoir en plus sélection de la virulence, comme je le disais tout à l'heure. Et ça génère d'autres problèmes. Alors, il y a une initiative internationale qui s'appelle Une Santé, One Health en anglais, hein, qui est quelque chose d'intéressant que la communauté médicale en plus porte depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui rassemble les biologistes de la biodiversité et les médecins, alors que d'habitude c'est des communautés un peu séparées et c'est dommage, elles devraient se parler beaucoup plus parce que là il y a des enjeux planétaires énormes, hein. Cette initiative Une Santé en fait dit qu'il y a vraiment trois problèmes actuellement dans le monde sur la santé. Il y a les zoonoses, donc les maladies infectieuses dont on vient de parler, hein, qui se développent. Il y a la sécurité alimentaire et il y a la résistance aux antibiotiques. Alors sécurité alimentaire typiquement, si on parle des élevages intensifs, voilà, quand on les nourrit avec un peu n'importe quoi, par exemple, comme ça a été le cas avec les farines animales par rapport aux bovins, on n'a pas de réflexion scientifique en amont de ce genre de pratique et automatiquement, on peut provoquer des problèmes sanitaires comme la maladie de la vache folle, hein, avec transmission possible à l'homme dans certaines conditions. Donc ça, c'est un exemple typique de mauvaise gestion aussi par concentration des individus. Après, troisième problème, c'est que quand on concentre des individus dans un élevage, même si c'est bien géré, évidemment, automatiquement, il y a une transmission de toutes les maladies d'animal à animal et des gastro-entérites, par exemple, et on est obligé de les traiter de manière très constante avec des antibiotiques. Et là, c'est un gros problème. Vous le savez tous, les résistances aux antibiotiques, ça se développe. C'est dangereux, évidemment. Ça se développe de manière en plus, très diffuse, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une action marteau-pilon et inappropriée sur des bactéries, hein. Il suffit que dans le milieu naturel, il y ait un certain nombre d'antibiotiques qui soient relâchés de manière diffuse et même avec un taux de présence assez bas, ça peut avoir des effets sur le patrimoine génétique des bactéries et ça peut sélectionner pour certaines résistances. Donc typiquement, là, ce qu'on ne fait pas dans les populations humaines aujourd'hui, quand on a une angine, on est testé généralement par le généraliste pour savoir si c'est une angine bactérienne ou virale. Dans les élevages d'animaux, aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop dans le monde de traitements antibiotiques qui sont presque des facteurs de croissance dans certains cas. Et donc typiquement, c'est un autre problème aussi, quand on élève des animaux dans une promiscuité incroyable, avec en plus une certaine homogénéité génétique, évidemment, là on est obligé de prendre des mesures médicales, vétérinaires quasiment permanentes pour éviter la catastrophe. Et une des conséquences, c'est l'apparition de résistance aux antibiotiques également. Voilà. Donc effectivement, c'est une conséquence inévitable de la promiscuité. Et alors, pardonnez-moi, le deuxième aspect, je l'ai.
Non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'était le lien avec d'éventuelles modifications génétiques des espèces. Oui. Alors, en fait, le problème des modifications génétiques, c'est un petit peu différent. Très souvent, le problème, en fait, vient du fait que c'est techniquement maladroit et écologiquement maladroit. C'est pas tant la nature OGM qui est en cause que ce qu'on veut faire. Typiquement, par exemple, il y a des controverses célèbres comme celle du riz doré, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire produire, par exemple, à la plante par transformation génétique, une substance qu'elle ne produit pas normalement, naturellement. Elle n'a pas les gènes adéquats pour produire cette substance dans son génome. Donc on introduit ce gène par ingénierie génétique avec plus ou moins de succès. On est obligé de faire ça sur des variétés qui sont connues, dont le patrimoine génétique est étudié, etc. Donc déjà, très souvent, ce sont des variétés qui ont des productivités assez médiocres, qui sont en plus relativement homogènes génétiquement, qui n'ont pas forcément tous les avantages en termes de résistance à telle ou telle forme de stress ou tel accident sanitaire qui peut arriver dans la zone cultivée. Donc, quand on met cette variété dans le milieu naturel, déjà, elle n'est pas forcément très performante par rapport à une variété un peu rustique qui va avoir des compétences particulières. Le deuxième problème, en fait, c'est que très souvent, ce qu'on lui demande de répandre dans le milieu naturel, c'est quelque chose de problématique et qui n'est pas ciblé. Il y a un concept qui existe depuis maintenant pas mal de temps qui s'appelle l'agriculture raisonnée. C'est vraiment, je dirais, le minimum vraiment à avoir en termes de comportement agricole. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter en permanence contre des maladies ou des antagonistes des cultures s'ils ne sont pas présents. On va essayer de prévoir leur présence de manière à intervenir un peu en amont. Typiquement, par exemple, on a des modèles météo et puis on sait quand est-ce qu'il va y avoir une infestation de pucerons, de punaises ou de champignons sur une culture de céréales, par exemple. Et quand on sait que ça va arriver, on traite juste ce qu'il faut. Et le problème est prévenu et on n'a pas d'abord, ça coûte beaucoup moins cher, donc c'est bien plus rentable. Et puis en plus, on n'a pas on n'a pas posé de problème de biodiversité parce que quand on traite, c'est jamais avec des substances évidemment innocentes. Quand on traite avec des insecticides, les insecticides, c'est fait pour tuer les insectes, donc ça tue aussi autre chose que les insectes cibles. C'est comme pour les fertilisants, c'est à peu près la même proportion. Il y a 20% des insecticides qui atteignent leur cible à peu près. Voilà. Donc même si on ne traite pas par hélicoptère, ce qui est interdit maintenant dans plein d'endroits, malgré tout, il y a très peu de cibles qui sont vraiment directement atteintes. Quand on cultive des plantes génétiquement modifiées qui ont pour fonction de produire aussi des substances chimiques antagonistes de peste des cultures, elles délivrent cette substance en permanence. Donc c'est l'inverse de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on balance dans le milieu naturel en permanence une toxine qui a des effets négatifs sur plein d'autres organismes et qui ne va pas cibler en fait l'organisme peste au bon moment. Et en plus, le danger de ce type de pratique, c'est pas seulement que ça tue de la biodiversité qui n'est pas ciblée, que ça distribue de la toxine à gogo dans le milieu naturel, qui est en plus souvent relativement rémanente, mais c'est aussi que ça a un mauvais effet de sélection artificielle sur les antagonistes. Quand on les soumet à des petites doses permanentes d'antagonistes, on sélectionne pour les individus parmi eux qui seraient résistants. Donc en plus, très souvent, en faisant ça, on sélectionne pour des résistances. Donc ce qui ressort de ce que je vous dis, c'est que finalement, au final, on a une très faible efficacité de ces variétés-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des recherches. Les OGM, c'est un outil de labo pour étudier plein de choses, y compris pour des organismes modèles dont on essaie de comprendre le fonctionnement et qui ne seront jamais mis dans la nature pour être cultivés ou mangés. Mais jusqu'à présent, ce qu'on met dans le milieu naturel, en fait, au plan scientifique et agronomique, c'est passablement maladroit et nocif. C'est surtout ça le gros problème. Et le gros problème derrière aussi, c'est qu'il y a un problème de lobbying. Je ne vous apprends rien en vous disant que voilà, les sociétés qui développent ce type de produits
sur des sociétés puissantes qui vendent, qui ont un comportement commercial tout à fait légitime, mais qui de fait voilà, enfument totalement les acteurs sociétaux sur ce type de problématique. Donc, encore une fois, et je pense que c'est très important comment dire, de ne pas se tromper de cible, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui défendent l'environnement et qui n'aiment pas les traficotages sur le vivant, dont on ne perçoit pas trop les conséquences comme ça a priori. Mais je pense que quelquefois, ça peut même être dangereux, vous voyez, de penser que l'OGM, par définition, c'est un problème en lui-même. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on lui fait faire, quoi. Et en disant que l'OGM est un problème par lui-même, finalement, on va rendre le débat manichéen en s'opposant à quelque part à une pratique qui est présentée par l'autre partie comme étant scientifique, alors qu'en réalité, le problème, il est scientifique. C'est-à-dire que si on fait un OGM, ce n'est pas pour faire des bêtises, c'est pour faire quelque chose d'utile. Et jusqu'à présent, moi, personnellement, je n'en connais pas qui fasse quelque chose d'utile dans le milieu naturel. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être le cas un jour. Voilà. Mais ça serait à étudier, quoi. C'est très clair, merci. Mathilde, je crois que tu avais une question. Oui, est-ce que, juste pour revenir un petit peu sur la recherche, quelles sont les préconisations que vous feriez pour que la recherche soit justement plus orientée vers du moyen et long terme et ne soit pas juste orientée sur les choses qui nous paraissent importantes à un moment T, mais qui ne seront pas forcément importantes, on le voit aujourd'hui avec la connaissance qu'on a du Covid-19, et ne soit pas surdéfini aussi par des questions de rentabilité de court terme. Oui, tout à fait. En fait, c'est relativement clair. Moi, j'ai fait partie de la génération de chercheurs. Je suis chercheur depuis les années fin des années 80. Donc, j'ai vécu un peu les derniers épisodes de transformation du tissu de la recherche en France et dans le monde. Et puis j'ai siégé à peu près dans toutes les commissions possibles et imaginables en termes d'évaluation de la recherche et de distribution des crédits. Donc, et puis en tant que chercheur moi-même et directeur de labo, évidemment, je vois bien les problèmes qu'il y a. Alors, premier problème déjà, c'est une contrainte de forçage. C'est comme le nombre d'humains sur Terre. Si le budget de la recherche globalement, recherche publique j'entends, est trop petit, quelle que soit la manière dont on le distribue, on va limiter l'effort de recherche. Ça, c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, en fait, c'est que suite notamment à la création de l'Agence nationale de la recherche, qui est aujourd'hui une fonction de distribution de crédits de recherche sur appel d'offres pour des projets évalués, on a été nombreux à l'appeler de nos voeux au départ, pour éviter un peu le mandarinat, que les directeurs de labo décident. Et en fait, on a remplacé le mandarinat au niveau des laboratoires par le mandarinat au niveau du gouvernement. Quel qu'il soit, par ailleurs même. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, dans ce système-là, on le voit. Alors, il est contraint par le faible budget de toute façon. Si on quadruplait, on quintuplait le budget de la recherche, ça irait déjà beaucoup mieux, mais c'est pas le cas. Il est contraint aussi par le fait que les appels d'offres sont décidés de manière top-down, jamais bottom-up quasiment. Moi, je fais partie du conseil scientifique d'une agence du ministère de la Recherche qui s'appelle ALENVI, l'Alliance pour l'environnement, et qui a pour but de faire remonter au ministère des demandes ou de faire redescendre dans la communauté des demandes. Et c'est un processus qui est lourd, qui est intéressant, parce qu'on discute entre collègues de différents établissements, donc ça oblige les gens à discuter ensemble, à adopter des positions communes, si possible argumentées, donc c'est très bien, même si c'est un peu lourd, mais on se rend compte que finalement, ce qu'on fait remonter comme préconisation, c'est très difficile finalement qu'elle soit adoptée, et puis même ainsi, on peut avoir des grandes préconisations générales, mais malgré tout, c'est la limite encore du système. La première limite, c'est le budget. La deuxième limite, c'est que ça devrait être plus bottom-up. La troisième limite, c'est que même si c'est bottom-up, organiser un bottom-up de manière suffisamment opportuniste, libre, détaillée, c'est quasiment impossible. Et il faudrait arriver à ce que les personnes aient plus de liberté dans leur exercice de la recherche. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne doit pas y avoir un contrôle en termes de production scientifique, de qualité scientifique, bien évidemment. Mais
il faudrait que les chercheurs aient plus de capacité à chercher librement et qu'on encourage simplement les initiatives qui sont particulièrement opportunes. Voilà. Alors qu'actuellement, finalement, on les décourage. Moi, aujourd'hui, alors, c'est vrai que ça varie beaucoup selon les secteurs scientifiques, parce que comme c'est top-down, une politique gouvernementale à un moment donné, via telle ou telle communauté scientifique dominante, va favoriser un secteur de recherche par rapport à un autre. Alors, en règle générale, ils sont tous très bons, parce que la communauté scientifique en France est quand même d'un très bon niveau globalement. Mais il y a des jeux, évidemment, de pouvoir, d'influence, qui font qu'à un moment donné, tel ou tel sujet est plus favorisé. Et donc là, ça va un petit peu mieux, mais même ainsi, ce n'est pas forcément extraordinaire. Et dans d'autres sujets, par contre, c'est la pénurie permanente. Sur la biodiversité, par exemple, on est vraiment dans un système où les crédits sont relativement peu importants et laissent peu de place à la diversité des recherches et à la spontanéité dans l'adoption de thèmes nouveaux pour aller de l'avant. Voilà. Et typiquement, par exemple, l'année de la biodiversité, il y a quelques années, l'appel d'offres biodiversité de l'ANR avait été supprimé. Voilà. Typiquement, moi, quand j'ai siégé dans des comités ANR, on reçoit 100, 120 projets, puis on doit en sélectionner à tout casser une dizaine, alors que les 30 ou 40 premiers seraient tout à fait acceptables et tout à fait intéressants. Alors là, il y a eu des ANR flash sur le Covid-19, évidemment, mais vous imaginez bien qu'on ne va pas obtenir des résultats fondamentaux vraiment cruciaux en l'espace d'un mois ou deux. Bien sûr, il y a des choses très importantes qui peuvent être faites en un mois ou deux, la recherche vaccinale, des thérapeutiques, des recherches sur la structure du génome du coronavirus, tout ça, ça peut se faire assez vite et c'est crucial, mais il y a plein d'autres choses qui sont importante à maintenir sur le long terme. Je vous parlais de connaissance des chauves-souris, des coronavirus. Et moi, j'ai un chercheur qui travaille sur les relations entre micro-organismes et chauves-souris. Voilà, il a beaucoup de mal à obtenir des financements, alors qu'il a fait par exemple partie de l'équipe qui avait publié dans Nature le fait que les chauves-souris étaient l'hôte des virus qui causaient Ebola. Donc, on est vraiment dans un système contraint où en plus le pouvoir politique ne comprend pas souvent qu'on a besoin d'arroser large, de chercher dans plein de directions différentes qui peuvent paraître à un moment donné passablement inutiles, mais qui peuvent à un moment donné, suite à une crise comme celle qu'on vit maintenant, se révéler cruciales, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre. Et bon, des propos qu'on a eus encore récemment sur une certaine loi qui devrait être darwinienne et inégalitaire, ça a provoqué dans la communauté scientifique une exaspération prodigieuse. Alors moi, je le dis avec tout le devoir de réserve que je dois avoir en tant que directeur de labo, mais c'est vraiment contre-productif, aussi bien au plan vraiment scientifique qu'au plan moral, parce que ça casse le moral des personnes qui ont l'impression d'être payés, pas très bien payés, mais c'est rarement leur revendication, pour vraiment être utiles et de devoir s'acharner à obtenir un peu d'argent pour enfin pouvoir être utile, quoi. Et ça, c'est vraiment une situation qui est difficile à accepter. Voilà. Donc, et sur la biodiversité, je pense que là, ça c'est le tableau général sur le financement de la recherche en général. Sur la biodiversité, on a vraiment un problème. Tout ce qu'on disait jusqu'à présent à propos du manichéisme, de la vision à court-termiste, prédatrice qu'on a sur la biodiversité, les pouvoirs politiques et scientifiques l'ont aussi. Et les humains en général l'ont aussi. Je veux dire, personne n'est exempt, scientifique pas plus que le politique ou l'homme de la rue. Et malheureusement, ça fait que la biodiversité est toujours vue comme un ensemble passablement bien connu, que les moyens de le connaître sont un peu ringards, ça fait un peu chasseur de papillons. Vous voyez, on va collecter des chauves-souris tropicales, on ne voit pas trop à quoi ça peut servir tout ça, et c'est toujours quelque chose qui est laissé comme un arrière-plan et qu'on n'arrive pas à faire financer de manière vraiment efficace.
Moi, je suis le correspondant pour la Convention sur la diversité biologique au niveau français pour ce qu'on appelle l'initiative taxonomique, c'est-à-dire rendre compte à la CDB, rendre compte au gouvernement français des contraintes qu'on a et qui ne permettent pas de remplir les objectifs de la Convention sur la diversité biologique à cause des problèmes taxonomiques, parce qu'on ne connaît pas les espèces, parce qu'on ne les a pas nommées, parce qu'on ne les a pas trouvées, parce qu'on ne les a pas étudiées. Et aujourd'hui, ces compétences-là, en France, elles ont fondu depuis 50 ans et on n'arrive pas à les maintenir. Voilà. Moi-même, au sein de mon propre établissement, je dois me battre pour arriver à recruter des personnes qui ont ce type de compétences et qui, a posteriori, sont recrutées à 2 000 € avec 10 ans d'études et 10 ans d'expérience professionnelle, parce qu'à partir du master jusqu'au postdoctorat après la thèse, et ces personnes-là, une fois recrutées à 2 000 €, n'arrivent pas pour autant nécessairement immédiatement à obtenir des financements, même modestes. On n'est pas en train de parler de millions d'euros par individu, là, on est en train de parler de quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà. Donc on est dans un système absurde et il y a un grand problème aussi qui s'est développé entre la masse salariale et puis les subventions à la recherche. Aujourd'hui, dans un système où la masse salariale du milieu recherche et enseignement supérieur est important, parce qu'il y a un gros tissu d'emploi en France dans ce domaine qui est grignoté par les différents gouvernements, mais malgré tout, ça reste encore un tissu relativement important. Donc, ça représente une masse importante. Alors, ça a totalement grévé des budgets des EPST, type le CNRS, l'IRD, l'INRA, l'INSERM, etc. Parce qu'avec le glissement vieillesse technicité, on coûte tous un peu plus cher année après année. En vieillissant, on a quelques échelons, on a des salaires un peu plus importants. Et donc, la capacité d'intervention de ces organismes a été diminuée. Et là, elle l'est également maintenant dans les universités avec l'autonomie qui a été donnée aux universités. En fait, quelque part, c'est un piège. C'est-à-dire que le glissement en vieillesse technicité du personnel des universités ne va probablement plus être compensé par l'État. Donc, on est dans le même type de problème budgétaire dans les universités. Et donc, tous ces établissements, aujourd'hui, ont de moins en moins de capacité d'intervention. Donc, évidemment, on est enclin à se tourner aussi vers un certain nombre de financements privés, ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que quelquefois, ça peut vraiment permettre de répondre à des problématiques sociétales importantes, mais ça peut aussi, quelquefois, être simplement de l'asservissement ou du court-termisme. Donc, et aujourd'hui, évidemment, la réponse, ce n'est pas de diminuer le tissu recherche et enseignement supérieur en France, parce que si on diminue le nombre d'emplois, on va diminuer le nombre de disciplines. Et évidemment, si demain, vous n'avez plus de spécialistes de chauve-souris, ce qui peut apparaître comme relativement anodin aujourd'hui, ce qui pouvait apparaître comme relativement anodin il y a quelques années, ou de spécialistes des rétrovirus qui apparaissaient complètement anodins avant que le HIV, l'épidémie HIV n'apparaisse, vous allez avoir un problème ultérieurement. Donc, diminuer le nombre de postes, ça pourrait être tentant pour certains gouvernements, parce qu'on se dirait, on mange les postes, et puis avec ce budget-là, on permet à ceux qui restent de travailler. Alors déjà, en règle générale, quand on diminue les postes, le budget, il sort du ministère de tutelle, il va ailleurs et on ne le retrouve pas. Et puis en plus de ça, quand on diminue les postes, on diminue le nombre de thématiques et on diminue la capacité de veille de connaissances qu'il y a dans la communauté scientifique. Voilà. Donc, au final, on se retrouve avec une communauté appauvrie et qui n'a toujours pas plus de moyens d'intervention et qui a du mal à remplir finalement ses objectifs. Ok, merci beaucoup. J'espère que le message sera entendu. En tout cas, il l'est par nous. Pour ne pas vous prendre trop de temps, parce que la discussion est passionnante, mais elle pourrait durer encore des heures. Moi, j'ai une dernière question très précise sur la recherche. Mathilde a 2 dernières questions, et puis après, on vous propose de s'arrêter, parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire aussi. Et en tout cas, merci pour le temps que vous nous consacrez. Alors, moi, ma question sur la recherche, vous l'avez un peu esquissée là à l'instant, mais c'est peut-être une question extrêmement naïve, mais comment on fait de la recherche? Vous avez dit la difficulté principale, c'est qu'on ne connaît pas assez la biodiversité. Alors, ma question est simple, c'est comment, là, en France, si on en avait les moyens, bien sûr, on fait de la recherche pour renforcer notre connaissance de la biodiversité? Est-ce que c'est envoyer des équipes dans les zones où se trouvent en particulier ces réservoirs de biodiversité? Est-ce qu'on a des partenariats avec des instituts dans ces pays-là? Est-ce qu'il y a des équipes de chercheurs français qui peuvent se retrouver dans ce type d'institut? Est-ce que vous avez quelques éléments sur ce sujet? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait lancer une coopération internationale?
est-ce que l'IPBES joue déjà ce rôle-là? Enfin voilà, est-ce que Oui, tout à fait. Oui. Oui, alors déjà, l'IPBES, en fait, c'est une plateforme d'expertise et d'évaluation. Donc, finalement, ils ne sont pas là trop pour coordonner les recherches, ils sont plutôt là pour répondre à des questions d'expertise que leur posent des gouvernements ou pour lesquels ils peuvent d'ailleurs s'auto-saisir. Hein. Alors, effectivement, sur comment améliorer les capacités de recherche en biodiversité, bah, c'est, oui, à la fois avoir le nombre de personnels suffisant, avoir le financement suffisant pour que ces personnels puissent aller sur le terrain, étudier des organismes, alors soit réaliser des inventaires. En règle générale, la manière de réaliser des inventaires, hein, c'est-à-dire d'aller voir ce qui existe comme biodiversité dans une zone géographique donnée, il y a deux manières. Soit il y a l'opération coup de poing, c'est-à-dire on fait une expédition globale avec un certain nombre d'individus qui vont vraiment collecter dans une zone restreinte une grande quantité de biodiversité. Et là, on a une espèce de coup d'éclairage brutal sur un endroit. C'est bien, mais c'est loin, c'est absolument insuffisant. La manière la plus raisonnable, c'est surtout de se poser une question particulière au cours de sa recherche, de se rendre compte qu'on manque d'éléments. Typiquement, là, par exemple, voilà, on pourrait imaginer quelqu'un qui se dit, mon collègue qui travaille sur les chauves-souris, qui se dit, moi, je vais devoir aller travailler dans telle région où il y a des chauves-souris rhinolophidées et puis étudier les coronavirus qu'elles peuvent héberger. Et ça, effectivement, ça se fait très souvent, et le plus souvent maintenant en collaboration avec international, hein, parce qu'évidemment, le temps n'est plus colonial où le scientifique de pays du Nord allait collecter dans les pays du Sud, d'autant plus que ça, maintenant, c'est régi fort heureusement par des conventions internationales comme le protocole de Nagoya, hein, qui dépend de la Convention sur la diversité biologique et qui oblige à redistribuer les avantages et à les partager avec les détenteurs de biodiversité locaux. Donc aujourd'hui, oui, c'est beaucoup de missions. Par exemple, mon labo, il y a 210 personnes à peu près, dont 140 permanents. Chaque année, on a 300 missions à peu près, dont on va dire 150 sur le terrain. Donc, ce n'est pas des coûts énormes, hein, parce que c'est assez frugal. Hein. Bon, si vous allez travailler voilà, dans une forêt indonésienne pendant un mois avec des collègues indonésiens, ça peut vous coûter à tout casser 2 500, 3 000 euros. Hein. C'est avec des infrastructures et des logistiques assez rudimentaires. Mais si vous multipliez ce type d'initiative avec derrière des moyens d'analyse quand même qui vont coûter un petit peu plus cher, vous allez vraiment accroître de manière significative la connaissance sur la biodiversité. Après, le souci, c'est que, bon, évidemment, c'est une collaboration internationale parce qu'aucun pays n'a une capacité totale à connaître l'ensemble de la biodiversité. Vous allez avoir des spécialistes de tel groupe d'organismes ou de plantes à tel endroit, et puis l'autre va se trouver à Londres ou à New York ou à Rio ou à Beijing. Donc, l'idée, c'est d'arriver à compléter et à collaborer. Ça se fait pas trop mal généralement. Les régulations internationales sont des fois un peu compliquées parce que le paradoxe quelquefois, c'est que dans les régulations internationales sur la biodiversité, c'est parti d'un très bon sentiment au début, ce dont je vous parlais, Nagoya, l'avantage et le partage. C'était simplement pour éviter les pratiques prédatrices, notamment de certains industriels qui allaient, par exemple, observer des organismes, séquencer des gènes d'intérêt, les breveter, hein, et puis s'approprier unilatéralement le bénéfice qu'ils pourraient en retirer. En fait, ça arrive relativement rarement parce qu'il faut vraiment screener énormément de choses pour trouver quelque chose d'intéressant. Hein. C'est pas rentable, c'est pas une activité, c'est pas le jackpot à chaque screening, quoi. Par contre, ça devient une contrainte paradoxalement pour le scientifique de base qui n'est pas du tout, voilà, qui est pas du tout dans une approche commerciale. Hein. Mon collègue qui travaille sur les chauves-souris, et bien évidemment, lui, son but, c'est pas d'aller breveter tel gène de résistance qu'on trouverait dans le système immunitaire d'une chauve-souris. Voilà, s'il en trouve un, il sera le plus heureux des hommes parce qu'il aura obtenu un résultat scientifique extraordinaire et d'intérêt général. Hein, mais c'est pas trop la préoccupation du chercheur moyen en général. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la manière d'arriver à explorer cette biodiversité. Alors, l'enjeu est énorme. Hein, donc, on n'aura jamais les ressources au niveau mondial pour arriver à avoir une approche exhaustive en peu de temps. Hein.
il faut retenir l'idée d'un échantillonnage. C'est-à-dire, en fait, on a 10 millions d'espèces, on en connaît 2 millions à tout casser. On ne connaîtra peut-être pas les 10 millions, d'autant plus qu'il y en a un certain nombre qui disparaissent parce qu'elles sont dans des zones forestières qui sont coupées, mais au moins, si on arrive à grimper un peu dans la courbe du nombre d'espèces et à savoir un peu comment elles fonctionnent, à quoi elles sont associées, dans quel milieu elles vivent, ça nous donne un tableau général qui est plus intéressant. Voilà. C'est un peu une vision comme ça qu'on peut avoir. Hein, et encore une fois, ça ne représente pas des sommes considérables. Hein, et ça devrait relever beaucoup de l'initiative individuelle avec voilà, un soft power gouvernemental qui donne des recommandations, évalue et qui pousse un petit peu les gens dans les directions qui sont vraiment intéressantes et qu'ils n'auraient pas vues, mais en même temps qui leur laissent une certaine liberté pour essayer de boucher les trous de ce patchwork de connaissances. Merci beaucoup. Juste, petite dernière question. Enfin, petites, elles sont peut-être pas petites, mais on va essayer qu'on ne vous retienne pas trop plus longtemps. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la Chine, où une des raisons pour lesquelles l'épidémie est devenue pandémie, c'est notamment que la Chine a le rôle de grand atelier du monde et donc il y a énormément d'échanges. Est-ce que, selon vous, il y a aussi une responsabilité de la métropolisation dans la propagation du virus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si vous avez connaissance d'éléments ou si vous voulez nous orienter vers une lecture ou vers quelqu'un, ça nous serait utile. C'est le lien si on a déjà établi des liens entre une inégalité sociale et une inégalité environnementale sur la question du coronavirus. Et puis, peut-être une dernière question que je pense les gens se posent un peu de manière prosaïque. On nous annonce déjà que le coronavirus pourrait revenir cet automne. Comment ça se passe quand il y a eu une transmission de virus? Après, comment ça se passe ensuite, quoi? Oui. Alors déjà, sur les grandes concentrations urbaines, effectivement, c'est un problème parce que déjà, ça suscite une production de masse de nourriture, hein, donc automatiquement, voilà, ça favorise des systèmes de production déséquilibrés. Ça met aussi en contact beaucoup d'humains au même endroit, donc évidemment, ça favorise la transmission après, une fois que l'épidémie a commencé. Hein. Et puis, il y a des conditions de vie dans les grands centres urbains, comme vous le savez bien, qui ne sont pas idéales. Hein, pollution atmosphérique, îlots de chaleur, etc. La plupart des grandes métropoles sont particulièrement malsaines au plan de la santé humaine. Donc, automatiquement, on augmente en plus l'emprise des épidémies du fait de la mauvaise santé des individus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de classique. Hein, et malheureusement, évidemment, dans le monde entier, dans tous les pays, on va vers des concentrations urbaines de plus en plus fortes. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur l'urbanisme aussi, hein, qui va de pair avec tout ça. Voilà, le simple fait d'arriver à limiter la pollution atmosphérique et les îlots de chaleur dans une ville, quelle qu'elle soit, ça devrait vraiment être un enjeu majeur de société. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai oublié votre deuxième point. Lien, inégalité sociale, inégalité environnementale face au Covid-19. Oui, là, c'est plus difficile. Vous voulez dire sur le démarrage de la maladie ou sur son installation dans des zones au cours de la pandémie, peut-être plus c'est un peu les deux, sachant que vous avez commencé un peu en donnant l'exemple du village avec un milieu déforesté à côté, où là, vous avez commencé à poser des choses sur la transmission, sur l'origine, pardon, mais ensuite sur la transmission. Je ne sais pas s'il existe des données ou… Je pense qu'il existe des données. Alors, je pense que là, ça serait intéressant probablement au fait de contacter le collègue dont j'avais eu l'occasion de parler à votre collaborateur qui m'a contacté au début, Serge Morand, qui est un chercheur CNRS détaché au CIRAD, qui se trouve actuellement en Thaïlande, mais qui est parfaitement contactable, hein, il est joignable. Et il a écrit d'ailleurs un ouvrage qui est intéressant à lire, qui s'appelle « La Nouvelle Peste », qui a été publié au Seuil. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces problèmes-là, hein, et qui est vraiment excellent sur tout ça.
Alors sur les inégalités sociales, c'est sûr que de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans une zone où les revenus sont faibles, où les élevages en conditions sanitaires mauvaises, c'est une économie de subsistance, les gens s'en saisissent parce qu'ils doivent faire ce genre de choses pour manger. Et donc, effectivement, l'inégalité sociale dans un certain nombre de pays ou de zones à l'intérieur de ces pays, ça favorise, on va dire, des pratiques sanitaires assez médiocres. Mais c'est vrai que ce n'est pas la seule condition d'émergence. On parlait des élevages industriels en Europe. Il y a énormément d'argent qui est injecté dedans, quelquefois même de manière assez absurde, parce que finalement, ce n'est pas très rentable malgré tout, quoi. Et là, on n'est pas forcément, sauf pour les salariés de ces systèmes-là, on n'est pas forcément dans un système inégalitaire de la même manière. Alors sur le développement par contre, évidemment, après dans le développement ultérieur de l'épidémie, là, c'est clair qu'on le voit bien. Rien qu'en Europe, vous avez vu la mortalité. Il n'y a pas besoin d'être un grand épidémiologiste pour se rendre compte qu'elle est quand même beaucoup fonction de l'état sanitaire de la population et du nombre de lits qui est en service de réanimation. Et ça explique déjà, à mon avis, pas mal de choses. Bon, ça sera certainement à étudier. Enfin, ça, ce sont des devinettes qu'on peut faire aujourd'hui. Évidemment, il faudrait interroger un expert qui pourrait faire vraiment une analyse vraiment sérieuse sur la question, en envisageant beaucoup de facteurs, leur interaction. Donc là aussi, il y a des inégalités sociales qui arrivent. Et moi, je crains beaucoup pour les pays du Sud actuellement, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop leur situation sanitaire, parce qu'ils n'ont pas de système de santé. Donc il y a des morbidités et des mortalités dans les populations qui sont de toute façon importantes. Donc, typiquement, par exemple, vous voyez, le sida, on sait maintenant, pour des raisons de modélisation génétique et évolutive, qu'il a existé longtemps avant que l'épidémie soit déclarée en Afrique, mais il n'était pas détecté parce que quand les gens meurent pour des raisons de santé de toutes sortes, de manière épouvantable, on n'arrive même plus, au milieu de ce bruit de causes de mortalité variées, à identifier une cause nouvelle qui apparaîtrait à partir du moment où la mortalité, en plus, n'est pas foudroyante. Ebola, c'est foudroyant parce que ça provoque une espèce d'hémorragie générale, donc c'est effroyable. Mais les gens qui meurent à petit feu à cause du sida, ils sont passés relativement inaperçus en Afrique avant que l'épidémie ne se déclare. C'est vraiment épouvantable. Donc oui, il y a des inégalités. Et alors sur la suite de l'épidémie, alors moi je ne suis pas compétent, mais je pense qu'il y a plusieurs points qui sont... je ne suis pas compétent en tant que spécialiste, j'ai une culture générale de biologiste qui me permet de dégager un certain nombre d'hypothèses. Après, je pense qu'il faut que là vous puissiez dialoguer justement avec des personnes qui sont vraiment compétentes dans ce domaine-là, mais moi j'en vois plusieurs. Il y a déjà, est-ce que l'immunité acquise est bien acquise ? Est-ce qu'elle est acquise de manière permanente ? Parce que ça, évidemment, vous le comprenez, c'est important. Les modèles mathématiques, alors on peut faire beaucoup de modèles, c'est le danger. C'est que vous pouvez faire une infinité de modèles au plan mathématique. On peut très bien démontrer qu'il y a une infinité de modèles pour décrire ou expliquer une situation. Donc, les modèles, on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont assez révélateurs. Et en fait, ça laisse inférer malgré tout que le nombre de personnes infectées est beaucoup plus important, évidemment, que le nombre de personnes qui ont été constatées malades. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que s'il y a beaucoup de personnes infectées en France, s'il y a 10 millions de personnes infectées en France, qui à mon avis à peu près, c'est probablement des ordres de grandeur, c'est pas du tout invraisemblable, ça veut dire que si ces personnes ont acquis une immunité, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que quand on va lever les confinements, quand le pic de l'épidémie et des admissions en hôpital va vraiment commencer à baisser, qu'on va déconfiner, s'il y a une immunité acquise dans une grande partie de la population, on risque d'avoir quelque chose qui se stabilise un peu. Après, le problème, en fait, c'est est-ce que cette immunité est acquise et est-ce qu'elle l'est pour longtemps ? Voilà, ça c'est encore... un point d'interrogation. Et puis on entend beaucoup parler des tests. Alors c'est vrai qu'il y a des stratégies complètement différentes. Il y a des gouvernements qui ont semblé opter pour une stratégie très dure dans laquelle on admet qu'il va y avoir une grosse mortalité et on table sur l'immunité acquise. Et puis il y a d'autres gouvernements qui ont essayé d'avoir une stratégie mixte en essayant de confiner les gens au maximum très tôt. Et ça semble avoir payé. Mais évidemment... moi, le point d'interrogation que j'ai, et là, je n'ai pas les moyens scientifiques de vous répondre, c'est est-ce que ça ne va pas favoriser une reprise des épidémies dès qu'on va dans quelques semaines.
Voilà. En fait, tous les modélisateurs s'accordent à dire que le point critique, c'est combien il y a de malades qui peuvent transmettre à combien de malades. S'il y a très peu de malades qui transmettent à très peu de malades, l'épidémie, statistiquement, elle s'éteint. C'est la raison d'être du confinement. C'est-à-dire que, voilà, quel que soit notre nombre, si on ne peut pas transmettre à d'autres personnes, la maladie va s'éteindre toute seule, les malades vont être malades, et puis une fois qu'ils seront guéris ou décédés, il n'y aura plus de transmission. Voilà. Après, voilà, le problème, c'est de savoir jusqu'à quel point le virus circule encore ou non dans la population. Et puis, deuxième problème, c'est qu'évidemment, on n'est pas enfermé chacun dans une boîte. Voilà, les fermetures de frontières, ça ne marche pas complètement, en tout cas. Et puis, les ensembles cohérents au plan santé publique, ce n'est pas forcément des ensembles nationaux. Ça peut être des ensembles régionaux ou internationaux, même si à un moment donné on voit que dans une zone géographique comme l'Europe, la situation s'améliore, si elle s'accentue de manière effroyable dans une autre zone géographique, évidemment on en sera tributaire à un moment donné. Je veux dire, ne plus être confiné, ça peut se révéler passablement confortable pour les individus que nous sommes. Maintenant, si ça ne permet pas au commerce international, à l'activité normale de se rétablir, ça va poser des problèmes humains, économiques. Et puis surtout, voilà, moi je m'inquiète beaucoup pour les pays dont le système de santé n'est pas à la hauteur, parce que là, bien évidemment, il y a des risques de mortalité importantes. Voilà. Donc, mais encore une fois, là, moi je ne suis vraiment pas dans mon domaine de compétences, donc ce sont des réflexions un peu personnelles, générales, mais je ne pense pas être très loin de ce que vous diront un certain nombre d'experts. Et sur le problème des tests aussi, bien sûr, on peut imaginer une situation dans laquelle on teste beaucoup de gens et que ça peut aider à structurer le confinement. Moi, il y a une chose, j'aimerais bien qu'on en parle plus quand on parle des tests, c'est de parler de leur efficacité. Parce que un test, c'est scientifique, et dans un test, vous avez des faux positifs et des faux négatifs. Et c'est normal, c'est comme ça. La réalité, c'est qu'on quand vous écouvillonnez le nez d'une personne, voilà, vous avez l'ADN des cellules épithéliales du nez, puis vous avez l'ARN des virus en l'occurrence. Et puis après, vous l'amplifiez dans une réaction de PCR, c'est-à-dire vous le multipliez artificiellement avec une enzyme dans un tube à essai, et puis la quantité que vous avez multipliée, vous allez essayer de l'analyser pour voir s'il y a bien l'ARN du virus ou pas. Et ça, en fait, c'est tributaire de la manière dont vous avez fait le test, de la manière dont vous avez fait le PCR, etc. Et les taux d'erreur sont relativement importants. Et les diagnostics sérologiques peuvent peut-être donner plus d'indications. Mais alors, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais j'aimerais bien entendre un spécialiste me dire quel est le taux de succès sur un test sérologique. Combien il y a de faux négatifs? Évidemment, les faux négatifs sont importants. Les faux positifs, c'est plus rare, mais les faux négatifs, ça peut être assez courant. Voilà. Moi, je me suis trouvé, comme j'ai travaillé beaucoup dans le milieu naturel, j'ai attrapé pas mal de maladies exotiques, et j'ai souvent eu des tests sérologiques négatifs alors que j'avais des symptômes splendides des maladies en question. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, les tests quand on préconise des tests, c'est quelle est leur efficacité. C'est pas pour incriminer le créateur du test, c'est simplement pour avoir une idée de ce que ça veut vraiment dire sur la politique qu'on va mettre en place. Ok, c'est très clair. Je pense que la fin, ça ouvre des pistes pour notre travail d'audition. Je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement de nous avoir consacré tout ce temps-là, et je pense que c'était une audition qui était très intéressante, qui était peut-être moins connectée sur les réponses immédiates à la situation, mais qui nous oblige aussi à prendre un peu de recul, puis qui donne, je pense, pas mal de pistes de réflexion pour ce qu'on peut appeler le monde d'après, parce que oui. Cette situation, on va réussir à la surmonter, on l'espère, mais en tout cas, ça nous interroge sur aussi qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup. Oui, allez-y. Juste un point, c'est que là, justement, tout ce qui était conférence des partis, IBES, ça a été décalé comme toutes les grandes manifestations internationales. Et je pense que là, il y a un effet de levier possible, justement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des propositions en cours dans ces plateformes internationales.
Évidemment, elles étaient toujours vues comme contraignantes économiquement, humainement, sociétalement, etc. Il y a des désaccords, il y a des pays, c'est pas des décisions contraignantes. Il y a des pays qui signent, il y a des pays qui signent, qui font pas, il y a des pays qui signent même pas, etc. Mais là, il y a peut-être un levier justement important. Hein, et j'ai vu par exemple que l'Allemagne avait déjà aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est fait aujourd'hui, mais je l'ai vu aujourd'hui que l'Allemagne avait requis de l'IPBES qu'elle expertise comment dire, les relations entre biodiversité et pandémie. Et à mon avis, là, l'enjeu justement dans l'après-Covid-19, c'est dans un autre mode de société, c'est peut-être aussi d'obtenir de ces plateformes, que ce soit un lieu où les différents États finalement prennent leurs responsabilités par rapport à ce type de questions. Donc c'est peut-être une opportunité parce qu'il y a déjà eu ces plateformes qui se sont mises en place. Aujourd'hui, on les connaît, on sait que c'est quand même un endroit, quand vous avez 140, 190 pays qui discutent ensemble, c'est quand même une sacrée opportunité de faire quelque chose d'un peu neuf, quoi, même si c'est compliqué. Peut-être que là, il y aura un effet de levier. Et donc, je pense que politiquement, c'est important que tous les gouvernements se positionnent pour que cet effet de levier puisse avoir lieu. Parce que il n'y a pas tant d'occasions que ça. Là, c'en est une, je pense. Hein. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette audition. Alors, je vais couper l'enregistrement. Voilà.